En ce moment, un pays concentre toutes les attentions. La Syrie. Ce territoire, au cœur des enjeux géopolitiques du Moyen-Orient, vient de basculer dans une nouvelle ère. Le 8 décembre 2024, après 24 ans de règne, Bachar el-Assad a fui le pays, emporté par une offensive éclair des forces rebelles. Cet événement historique marque bien plus que la chute d'un régime autoritaire. Il ouvre un chapitre incertain, à la fois plein d'espoir et de défis pour l'avenir de la Syrie et de la région tout entière. Mais pour comprendre comment ce tournant a été atteint, il est nécessaire de remonter non seulement au printemps arabe de 2011, mais aussi aux décennies de divisions politiques, d'interventions étrangères et de tensions internes qui ont façonné ce pays et préparé le terrain à l'un des conflits les plus complexes de notre époque. Les racines du conflit moderne en Syrie trouvent leur origine dans les dernières années de l'Empire ottoman. Après des siècles de domination ottomane, l'effondrement de l'Empire pendant la Première Guerre mondiale a laissé un vide au Moyen-Orient. En 1920, l'accord Sykes-Picot a divisé les anciens territoires ottomans entre la France et le Royaume-Uni, créant des sphères d'influence sans tenir compte des frontières ethniques, sectaires ou tribales. La Syrie est alors placée sous contrôle français, devenant un mandat de la Société des Nations. Sous l'administration française, les divisions commencent à se creuser. Les autorités coloniales favorisent certains groupes, notamment les Alaouites, une minorité chiite, en leur confiant des rôles clés dans l'armée et l'administration. Cette stratégie de diviser pour mieux régner fragilise les relations avec la majorité sunnite et d'autres communautés, semant les graines des tensions futures. En 1946, la Syrie obtient son indépendance après des années de pression des mouvements nationalistes et le retrait des forces françaises, mais la jeune république peine à trouver une stabilité politique. Une série de coups d'État dans les années 1950 et 1960 affaiblit le pays. En 1963, le parti Baas, prônant le nationalisme arabe et le socialisme, s'empare du pouvoir. 7 ans plus tard, Hafez el-Assad, un officier militaire alaouite, consolide son contrôle grâce à un coup d'État interne au parti. Son ascension marque le début d'une ère d'autoritarisme qui façonnera la Syrie pendant des décennies. Sous son règne, la minorité alaouite accède à une position dominante, tandis que la majorité sunnite se sent de plus en plus exclue. Les réformes économiques qu'il initie favorisent les élites urbaines et négligent les zones rurales, exacerbant les inégalités sociales et économiques. À sa mort, en 2000, son fils Bachar el-Assad prend rapidement le pouvoir, bénéficiant d'un référendum orchestré pour officialiser sa succession. Considéré comme un potentiel réformateur au départ, Bachar consolide l'appareil répressif hérité de son père, tout en échouant à répondre aux aspirations croissantes de liberté et d'égalité du peuple syrien. C'est dans ce contexte de frustration qu'éclate le printemps arabe, une série de soulèvements populaires qui bouleversent le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Né en Tunisie avec l'immolation d'un marchand en décembre 2010, ce mouvement dénonce l'autoritarisme, la corruption et les inégalités sociales. En Syrie, ce vent de contestation trouve un terrain fertile. La première étincelle survient en mars 2011 dans la ville de Deraa, au sud du pays. Un groupe d'écoliers est arrêté et torturé pour avoir peint des graffitis critiquant le régime. Cet incident, loin d'être isolé, provoque une vague d'indignation nationale. Des manifestations pacifiques éclatent alors à Deraa, exigeant des réformes politiques et une responsabilisation des autorités. Face à ces protestations, Bachar el-Assad promet des réformes, mais ses gestes s'avèrent vides de sens. Alors que les manifestations s'étendent à d'autres grandes villes comme Damas, Homs et Alep, le régime opte pour une répression brutale. Les forces de sécurité ouvrent le feu sur les manifestants, procèdent à des arrestations de masse et ciblent activistes, journalistes et opposants. À la mi-2011, des centaines de manifestants ont été tués et les revendications initiales pour des réformes se transforment en appel au départ d'Assad. En juillet 2011, la situation s'aggrave lorsque des défections au sein de l'armée syrienne donnent naissance à l'armée syrienne libre, une coalition de groupes rebelles visant à renverser le régime. La rébellion s'étend rapidement, mais elle manque d'unité. Des factions rivales émergent, des nationalistes laïcs aux groupes islamistes, chacun poursuivant ses propres objectifs, rendant le conflit encore plus complexe. Mais dès 2012, la guerre civile devient un aimant pour les puissances régionales et mondiales. L'Iran, principal allié de Bachar el-Assad, est le premier à intervenir, voyant en la Syrie une pièce maîtresse de sa stratégie et garantissant un accès à son allié, le Hezbollah au Liban, ainsi qu'un axe stratégique jusqu'à la Méditerranée. L'Iran fournit alors des formations militaires, des fonds et un soutien logistique aux forces d'Assad, tandis que les combattants du Hezbollah entrent en Syrie pour renforcer le régime. En parallèle, les États du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar, saisissent l'occasion pour affaiblir l'influence de l'Iran en soutenant l'opposition syrienne. Par des canaux clandestins, ils acheminent des fonds et des armes à divers groupes rebelles, espérant faire tomber Assad. Sous la présidence de Barack Obama, les États-Unis, initialement réticents à s'impliquer, lancent également en 2013 un programme visant à former et armer des groupes rebelles triés sur le volet. Enfin, la Turquie, membre de l'OTAN, s'affirme comme un acteur clé, mais poursuit aussi sa propre priorité,
freiner l'influence croissante des groupes kurdes dans le nord de la Syrie, qu'elle perçoit comme une menace à sa sécurité nationale. Mais au cœur du chaos syrien, une nouvelle menace émerge. L'État islamique, également connu sous le nom de Daesh. Né des cendres d'Al-Qaïda en Irak, Daesh exploite l'instabilité en Syrie pour s'emparer d'un gigantesque territoire. En 2014, le groupe déclare un califat, imposant un régime brutal marqué par des exécutions de masse, l'esclavage et la destruction de trésors culturels. En réponse, la coalition dirigée par les États-Unis lance en 2014 une opération ciblant Daesh par des frappes aériennes et en soutenant des forces locales au sol. En Syrie, les forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes, émergent comme un allié clé dans la lutte contre l'État islamique et appuyées par les frappes américaines, ils libèrent une grande partie des territoires contrôlés par Daesh. Mais l'entrée en scène de la Russie en 2015 marque un tournant. Moscou, sous prétexte de combattre Daesh, concentre ses frappes aériennes sur les rebelles anti-Assad, y compris ceux soutenus par l'Occident, ce qui rétablit l'équilibre en faveur du régime, assurant sa survie, mais aggravant la crise humanitaire. De son côté, la Turquie souhaitait relancer des opérations dans le nord de la Syrie pour affaiblir les groupes kurdes, mais le soutien américain au FDS l'en empêchait. En 2019, la donne change sous la présidence de Donald Trump, qui décide de se retirer de Syrie, ouvrant la voie à la Turquie, qui lance alors ses propres offensives. En 2019, Daesh perd son califat territorial, mais son idéologie et ses cellules dormantes continuent de menacer la stabilité de la Syrie. Bachar el-Assad, soutenu par l'Iran et la Russie, a lui reconquis une grande partie du territoire syrien en assiégeant et bombardant les villes jusqu'à leur soumission, utilisant des barils explosifs, des armes chimiques et des tactiques de famine pour écraser toute résistance. Cela dit, de vastes pans de la Syrie échappent encore à son autorité. Le nord-ouest devient un bastion des forces d'opposition, dominé par Ayat Tahrir al-Sham, un groupe islamiste issu d'Al-Qaïda, tandis que le nord-est, contrôlé par le FDS, fonctionne comme une région autonome. Mais tout bascule en 2024. L'Iran, principal soutien du régime depuis le début de la guerre, réoriente ses efforts vers le Hezbollah dans son conflit croissant avec Israël, diminuant son aide militaire en Syrie. Les milices pro-iraniennes, autrefois un pilier de la défense du régime, manquent désormais de ressources et de coordination, rendant les territoires clés plus vulnérables aux offensives rebelles. Dans le même temps, la guerre en Ukraine détourne une grande partie de l'attention et des ressources de la Russie, tandis que l'Ukraine porte son soutien clandestin aux forces d'opposition syriennes en fournissant notamment des drones sophistiqués et une assistance logistique essentielle. Israël entre également en jeu, intensifiant ses frappes aériennes sur les installations militaires syriennes et les bases iraniennes. Ces attaques détruisent des systèmes de défense aérienne, des dépôts d'armes et des routes d'approvisionnement, affaiblissant encore davantage le régime. La Syrie devient alors un véritable champ de bataille secondaire dans l'escalade régionale entre Israël et l'Iran. En novembre 2024, profitant de la faiblesse du régime, les rebelles menés par HTS lancent une offensive coordonnée visant les bastions clés du régime, notamment Alep, Hama et Damas. Privés de renforts et de ressources, les forces d'Assad s'effondrent rapidement, et en l'espace de quelques semaines, Damas tombe aux mains des rebelles, contraignant le dictateur à fuir le pays pour se réfugier en Russie. La chute de Damas marque l'effondrement symbolique et pratique du régime de Bachar el-Assad, et pour les Syriens, c'est à la fois la fin de décennies de règne autoritaire et le début d'une nouvelle ère d'incertitude. Cette carte montre les 10 pays qui ont accueilli le plus de réfugiés syriens depuis le début de la crise en 2011. Avec plus de 6 millions de Syriens ayant fui leur pays, la guerre civile a déclenché l'une des pires crises humanitaires de l'histoire moderne. La Turquie accueille la majorité des réfugiés syriens, suivie par le Liban, qui fait face à une pression immense malgré ses ressources limitées. En Europe, l'Allemagne est le principal pays d'accueil, tandis que la France, la Suède et l'Autriche figurent également parmi les nations ayant offert refuge aux Syriens. Pendant ce temps, en Syrie même, des millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays vivent dans des conditions désastreuses. Privées de leurs maisons et des services de base, elles tentent de survivre dans un pays dévasté par plus d'une décennie de guerre. Et bien que la chute du régime d'Assad offre une lueur d'espoir, la réconciliation nationale, la reconstruction et le retour des réfugiés sont des défis immenses qui nécessiteront une mobilisation internationale durable.